Bonjour à tous, voilà le Centre du Livre Examen et l'ASBL Ligne de Mire, avec son président ici, Lucien Mouchen. Sommes heureux de vous accueillir. Donc, comme vous l'aurez bien compris, au vu de ce sujet brûlant qui sont tous les mouvements qui se passent dans le monde arabe, nous avons donc décidé de demander à des spécialistes du monde arabe et particulièrement de chaque pays donc de réfléchir, de leur demander, de se poser des questions sur ce qui va se passer après les révolutions. Parce que bon, et comment peut-on aller vers des démocraties voilà. Donc je cède la parole à notre modérateur, Michel Hélas. Et voilà, bonne conférence. Bonjour, eh bien, merci d'être aussi nombreux. Manifestement, c'est un sujet qui intéresse et il y a de quoi intéresser puisqu'on est vraiment ici en face d'un bouleversement politique comme il y en a un tous les siècles peut-être. Je pense à la fin de l'URSS, à la fin du XXe siècle. C'est un phénomène, disons, de cette taille, de cette ampleur historique-là, ça sans aucun doute. Et nous avons donc ici tout un panel de personnes qui viennent de différents pays de cette région, qui vont chacun s'exprimer pendant quelques minutes. 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite on procédera à une question-réponse, les questions étant de préférence courtes. Alors moi, avant de donner la parole à... On va d'abord commencer par Madame. Eh bien, moi je voudrais vous donner une ou deux réflexions un peu personnelles, ne fût-ce que pour donner un petit côté au débat. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, ce sont des réflexions, par exemple, d'un démographe comme Emmanuel Todd, dont vous avez certainement entendu parler, qui voit dans ce qui se passe actuellement dans le monde arabe, en quelque sorte, l'éruption de la modernité dans cette partie du monde, avec la baisse des taux de fécondité, avec la hausse de l'alphabétisation, ce genre de phénomène, donc une jeunesse de plus en plus éduquée, et en fait, modernité qui se reflèterait aussi dans le rapport à la religion, puisque à la fois on assisterait à une islamisation des pratiques, vais-je dire, mais aussi une dépolitisation de la religion, en ce sens que c'est quelque chose qui devient individuel, chacun ses pratiques, ce n'est plus une question politique. Enfin, voilà quelques-unes des réflexions que j'ai pu lire, disons, de spécialistes, entre guillemets. Et si je les donne ici, c'est un peu pour faire réagir les gens autour de la table, pour voir si pour eux ça correspond à quelque chose. Alors, je vais, après je crois qu'il est inutile de poursuivre cette petite introduction. Je passe tout de suite la parole à Madame. Je vous propose de vous présenter d'abord. Je m'appelle Elena Houn. Je suis actuellement professeure à l'Université libre de Bruxelles, où j'enseigne notamment les relations internationales et donc une matière qui s'intéresse à la paix et au conflit, entre autres. Et donc, étant moi-même originaire du Moyen-Orient, donc c'est une zone, c'est une région sur laquelle je me suis longuement penchée au travers de mes recherches. Et donc, d'abord, un grand merci à vous toutes, à vous tous d'être ici ce soir. Un grand merci également aux organisateurs. Et d'emblée, donc le sujet duquel je vais traiter et qui m'a été en quelque sorte assigné,
c'est les conséquences économiques, sociales, politiques que les événements en cours pourraient avoir pour l'Europe et bien entendu les réactions de l'Europe. J'avais initialement calibré pour 20 minutes d'intervention, donc je vais être apparemment beaucoup plus courte. 15 minutes, entendu. Donc, alors, je vais essayer donc de couper dans mon propos, mais je voudrais quand même commencer par quelques réflexions sur les événements en cours dans le monde arabe, et j'en profiterai pour rappeler... Donc, pour rappeler les quelques éléments qui font que l'Europe est quand même concernée au premier chef par ce qui se passe dans ces différents pays, notamment au Maghreb. Je parlerai ensuite des différentes conséquences, donc politiques, économiques, sociologiques, des réactions européennes, et j'essaierai en fait de mettre en relief les enjeux que comporte l'adaptation ou les réactions de l'Union européenne, de l'Europe dans son ensemble, face à cette situation qui place l'Union européenne face à ce qu'elle déteste, à savoir l'incertitude et l'instabilité. Donc c'est la grande crainte. Alors, tout d'abord, je pense que personne n'aurait pu prédire ce qui est en train de se passer actuellement. Donc effectivement, c'est un phénomène de très très grande ampleur que personne n'aurait vraiment su prédire. Et nous ne savons pas, en tout cas c'est mon opinion, nous ne savons pas aujourd'hui jusqu'où la vague pourra se propager et quels vont en être les effets à court terme. Ne parlons évidemment pas de moyen et de long terme. Nous ne savons pas ce à quoi va ressembler le Maghreb ou le Moyen-Orient dans quelques années. Donc voilà, pour l'instant, cette vague a emporté déjà de régimes. On la voit saper sérieusement les fondements de plusieurs autres régimes. Donc en tête de liste, nous avons aujourd'hui la Libye, mais nous avons également des pays dont nous parlons beaucoup moins. Donc nous voyons déjà des troubles à Oman, il y en a en Irak, il y en a également en Iran, et la liste n'est pas fermée. Donc la propagation à d'autres pays est tout à fait possible. Et en fait, ce monde arabe qu'on a pendant longtemps cru complètement figé, confit dans son archaïsme politique et religieux, dans son immobilisme social, économique, nous explose quasiment à la figure. Nous ne nous y attendions pas. Pourquoi nous ne nous y attendions pas? Eh bien, ce n'est pas faute d'indicateurs. Nous savons que le monde arabe ne va pas bien depuis un certain nombre d'années. Le premier rapport du PNUD sur le développement humain dans les pays arabes avait démontré quasiment par A plus B que tous les indicateurs de développement, qu'ils soient de nature politique, démographique, sociologique, etc., tous les indicateurs étaient au rouge et que la situation à terme était intenable. Mais personne ne pensait que le changement viendrait en fait de l'intérieur des sociétés arabes pour deux raisons. Alors très brièvement, la première raison, c'est notre imaginaire orientaliste qui est quand même assez influencé par la pensée orientaliste colonialiste et donc qui nous fait voir, en tout cas une grande partie en Occident, de personnes d'élite politique, intellectuelle et monsieur et madame tout le monde en Occident, donc cette vision que les sociétés orientales sont des sociétés archaïques et qui s'accommodent plus ou moins bien des régimes autoritaires, despotiques qui ont pendant très longtemps perduré. Donc premier élément. Et deuxième élément, c'est cette construction mentale qui s'est consolidée autour de l'islam et des musulmans, en particulier après les attentats du 11 septembre. Là, je rejoins un peu ce qui a été dit, et qui postule en substance que l'islam n'est pas soluble dans la modernité et que les musulmans sont incapables de dépasser leur rapport premier à la religion pour se fondre dans les sociétés dites libérales démocratiques. Et donc du coup, l'idée a été en fait de susciter la démocratisation du monde arabe et de le monitorer de l'extérieur. Alors nous avons à une extrême les États-Unis de George Bush qui ont essayé de le faire manu militari, donc notamment au travers de la libération ou de l'invasion de l'Irak en 2003, puisque au travers de l'Irak, il s'agissait en fait de promouvoir ce projet de grand Moyen-Orient qui visait précisément à la libéralisation, à la démocratisation du Moyen-Orient.
Et puis, nous avons vu dans les dernières années toute une rhétorique articulée autour des droits de l'homme, de la démocratie, etc., fleurir dans les discours de politique étrangère de la plupart des pays occidentaux et notamment européens. Mais ce qui se passe aujourd'hui nous prend un peu au dépourvu parce qu'on voit bien que les sociétés arabo-musulmanes ne sont absolument pas en marge de l'histoire et qu'elles aussi sont traversées par des dynamiques sociales, économiques, politiques porteuses de transformation. Autrement dit, que le changement peut être endogène ou, si on prend en compte, à contrario, le fiasco irakien, le changement ne peut être qu'endogène. Donc a priori, tout ceci devrait être une assez bonne nouvelle, mais le problème c'est que ces changements se font au niveau des sociétés et de manière, à la manière d'un tsunami quelque part, et ne sont donc absolument pas maîtrisables. Ils créent un contexte d'incertitude exceptionnel, non seulement pour les pays concernés, donc pour les sociétés concernées au premier chef, mais également pour l'ensemble de la communauté internationale et l'Europe au premier chef. Pourquoi ? Bien évidemment, l'Europe est la voisine directe de la plupart de ces pays, en tout cas voisine directe des pays du Maghreb, et elle serait directement touchée si l'instabilité s'installait en générant par exemple des flux migratoires, j'y reviendrai. Par ailleurs, l'Europe est le partenaire commercial économique le plus important de la plupart de ces pays, encore une fois focus sur le Maghreb, et parce qu'il existe des liens innombrables de toutes sortes, tant au niveau des élites qu'au niveau des sociétés, donc de part et d'autre de la Méditerranée. Donc, au total, on peut dire que l'Europe est quelque part naturellement exposée aux conséquences de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabo-musulman et particulièrement au Maghreb. Mais que seraient-elles au juste ces conséquences? Je vous propose de passer rapidement en revue donc les trois volets, économique, social et politique, mais d'entrée de jeu, une petite deux observations. La première, c'est que cette distinction que je fais est un peu artificielle, notamment pour ce qui relève à la fois du social et du politique. Et par ailleurs, je ferai une distinction entre les conséquences factuelles et la vision qu'on a qu'on construit autour de ces conséquences. Donc, disons, le réel et l'imaginé autour de ces conséquences. Je commence par les conséquences économiques. Bien évidemment, la crise ou la série de crises actuelles qu'on connaît dans le monde arabe est tout à fait de nature à alimenter la crise économique mondiale qu'on connaît. Donc c'est une possibilité et bien entendu l'Europe serait touchée comme tout un chacun, je dirais, sur la scène internationale. Également, les crises, si elles devaient perdurer, entraîneraient une rupture ou en tout cas une perturbation considérable des échanges, donc de part et d'autre, et les économies européennes pourraient également être plus ou moins directement touchées en raison des déséquilibres dans le flux des exports et imports. Mais en fait, là où les enjeux sont les plus importants, c'est quand même le secteur énergétique. On le voit déjà, donc depuis notamment les événements en Égypte, qui n'est pourtant pas un pays producteur de pétrole, on voit une flambée des prix, et bien évidemment ce qui se passe dans les autres pays, notamment ceux qui sont producteurs de pétrole, est tout à fait de nature à alimenter ce cycle donc d'une flambée des prix du pétrole, et bien entendu cela pourrait avoir des conséquences. Mais il existe en fait, toujours au niveau énergétique, un enjeu plus direct dans la mesure où la plupart des pays européens, donc les chiffres peuvent varier d'un pays à l'autre, mais la plupart de ces pays exportent leur gaz ou leur pétrole de pays comme la Libye ou de pays comme l'Algérie, et donc en fait une rupture des flux pourrait avoir si elle devait perdurer, pourrait avoir des conséquences assez substantielle sur les économies européennes. Et bien évidemment, il y a le cas de figure où le vent de révolte se propagerait encore plus et atteindrait donc d'autres pays du Golfe et peut-être pourquoi pas l'Arabie saoudite, même si ça ne paraît pas très
plausible. Et bien évidemment, dans ce cas, les incidences sur le secteur énergétique seraient incommensurables, non seulement pour l'Europe, mais en fait pour l'ensemble de la planète. Je passe maintenant aux conséquences sociales. Alors bien évidemment, pour les sociétés qui sont concernées au premier chef, donc les sociétés arabo-musulmanes qui connaissent ces révolutions, ces révoltes, les conséquences sociales vont être absolument incommensurables. Mais je ne vais traiter que d'un seul aspect qui concerne directement l'Europe, et c'est en fait la dimension des flux migratoires. Au jour d'aujourd'hui, ces flux migratoires seraient aggravés par la conjonction de deux facteurs. Alors d'une part, la déstabilisation elle-même de certains pays est génératrice de flux migratoires. On l'a vu encore récemment par cet afflux de Tunisiens sur cette petite île italienne, Lampedusa. Et par ailleurs, donc ça c'est un élément, mais l'autre facteur aggravant, je dirais, c'est l'affaiblissement ou simplement le départ ou l'effondrement des régimes qui coopéraient avec l'Union européenne, avec les pays européens sur le chapitre de l'immigration, ne peuvent plus au jour d'aujourd'hui jouer le même rôle qu'ils pouvaient avoir. Il est aujourd'hui absolument impensable que Kadhafi, si jamais il arrivait à se maintenir au pouvoir quand même, donc il est impensable que Kadhafi accepte de continuer à jouer le rôle de garde-frontière pour l'Europe comme il l'a fait ces dernières années. Bon, flux migratoire. Où est le problème? Le problème est que depuis les années 90, dans la plupart des pays européens, on a vu une sorte d'équation s'établir. Ces pays européens vivent pour la plupart l'immigration comme une menace à leur être social, à leur sécurité physique, économique, etc. Et une association étroite s'est instaurée dans les esprits entre flux d'immigrés, islamisme, terrorisme. Si vous voulez, j'ai plein de citations de personnes aussi sympathiques que Nicolas Sarkozy ou Hubert Védrine ou encore bien d'autres, où dans la même phrase, dès qu'on met immigré ou immigration, excusez-moi, dans la phrase qui vient ou dans la suite de la phrase, vous avez le terme terrorisme. Donc cette association est très présente dans les discours officiels et elle est à la base... Vous oubliez que le droit au travail, c'est un droit. C'est un des premiers slogans scandés par les jeunes de Sidi Bouzid après l'immolation donc de Bouazizi. C'est un des premiers. C'est-à-dire déjà, dans l'esprit, vous avez, c'est l'échec économique, vous oubliez qu'on n'a pas de travail et que c'est un droit, et vous n'êtes que des voleurs. C'est vraiment une description de l'économie tunisienne. Une économie qui est transformée en un terrain de pillage. Toute l'économie du pays a été pillée par une bande de voleurs. Et je disais, moi, comme intellectuel, je disais qu'on avait une voyoucratie qui nous dirigeait. Et je ne croyais pas que c'était aussi, c'est-à-dire scandaleux. On découvre maintenant l'ampleur du vol. On découvre que dans la facture d'électricité, aujourd'hui on découvre dans la facture d'électricité, quand je reçois une facture d'électricité en Tunisie, je paye 100 dinars, on découvre que 20 dinars passent dans la poche de Ben Ali. Vous imaginez, et c'est la réalité, on pillait le pays d'une manière systématique, au vu et au su de tout le monde. Et la preuve, c'est ce qu'on a appris de Wikileaks, hein, les États-Unis, donc la diplomatie européenne et la diplomatie américaine étaient au courant de ce qui se passait, mais on se taisait au nom justement de la menace islamiste. C'est cela qui a été derrière la révolte des jeunes Tunisiens. Où je viens à la liberté. Le jour où on s'est révolté, on a commencé à comploter. Le jour où Ben Ali est parti, j'ai pris le téléphone, je téléphone à un ami, donc qui est un dirigeant des partis qui ont accepté
de rejoindre le gouvernement provisoire de Ghannouchi. C'est un ami, on était dans la même organisation. Je lui dis, j'ai entendu sa déclaration, j'étais ébahi, j'étais surpris d'avoir accepté de participer au gouvernement de Ben Ali, alors que le dictateur était toujours là. Et j'ai vu de cela une véritable trahison de la révolution tunisienne. Je lui ai téléphoné pour lui dire que c'était une trahison. Il m'a dit non, je suis occupé maintenant, je suis avec l'Union européenne au téléphone et avec le ministère de l'Intérieur, parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui encerclaient le ministère de l'Intérieur. C'est c'était le 14 janvier. Moi j'étais dans mon petit bureau ici à Liège, je sillonnais le bureau qui est un petit bureau et je fulminais à cause de tout cela. Et je découvre après qu'effectivement, depuis le début, l'Union européenne s'immisçait dans les affaires de la Révolution, s'immisçait non pas pour réaliser, pour aider le peuple tunisien à réaliser la démocratie, mais pour sa paix, c'est-à-dire réduire la révolution tunisienne en simple révolte qui entraîne une petite démocratie autoritaire de façade, mais en gardant l'essentiel du pouvoir. C'était depuis le premier jour. L'opinion, donc, ils ont pu briser l'unité de l'opposition et deux partis ont rejoint le gouvernement Ghannouchi et les autres, c'est-à-dire les autres sont restés dans l'opposition. Et depuis, la révolution n'a pas cessé de demander d'abattre le gouvernement Ghannouchi, parce que si le dictateur est parti, la dictature était toujours là, le parti RCD est toujours là, il occupait tous les rouages de l'État, il occupait tout. Et effectivement, on a découvert par après l'ampleur c'est-à-dire du réseau RCD pratiquement partout, dans tous les rouages de l'État, dans toutes les organisations, dans la police, etc. Et c'était affreux. Et chaque fois que la révolution, le peuple hausse le temps, c'est-à-dire on joue le jeu de la sécurité, c'est-à-dire le RCD commence à saboter, commence à faire semer la terreur de la population pour leur montrer que c'était mieux de garder la sécurité que d'essayer d'avoir la liberté. Et ça a continué comme ça jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire le gouvernement Ghannouchi, avec les manifestants, ont occupé donc la place devant la place de la Casbah, devant le premier ministère, donc devant le palais du gouvernement. Et ils ont pu faire partir Ghannouchi. Et tout de suite après, on revient à la terreur. Partout, on brûle des lycées, on brûle des maisons, on pille, on fait des attentats, on tue. Partout. On réagit, on sème la terreur. De nouveau. Et maintenant, enfin, on est débarrassé du gouvernement Ghannouchi et on commence maintenant à réaliser que la liberté devient possible. Maintenant, on a imposé, avec la détermination du peuple tunisien, on a imposé un programme bien précis, c'est-à-dire préparer des élections qui seront supervisées par ce qu'on appelle le Conseil de la défense de la Révolution. Et la création de ce conseil, c'était extraordinaire. C'est-à-dire, on a commencé à parler de cela avant même d'instituer le Conseil national. Les gens entendaient ce slogan, et partout, des initiatives partout, dans les villes, dans les villages, les gens prennent l'initiative et créent des conseils locaux. Spontanément, c'est-à-dire les intellectuels, les organisations politiques,
n'ont pas encore terminé leur discussion pour la constitution du Conseil national, on a vu que partout, les conseils se constituent spontanément. C'est la démocratie à la base, vraiment la démocratie à la base. Et ce réseau de conseils de défense de la Révolution a imposé enfin qu'il supervise donc la période transitoire pour aboutir à des élections d'une constituante, pour élire une constituante. Parce que, en fait, il y a eu oppositions de deux logiques. La logique juridique, la constitution actuelle, et la logique révolutionnaire, la logique d'une constituante, c'est-à-dire la table rase, c'est-à-dire qu'il faut détruire l'ancien régime pour construire un nouveau, c'est-à-dire sur de bases saines. Et c'est cette logique-là qui, enfin, ces derniers jours, a triomphé. Ça, c'est la liberté, la dignité nationale. Donc, comme je vous ai dit, vraiment, je peux vous dire, on n'a jamais vu, c'est-à-dire des ministres européens et américains et canadiens aussi nombreux à Tunis. Ils ne sont pas venus pour nous dire, quand ils disaient qu'ils soutiennent la volonté du peuple tunisien, etc. Mais dans les coulisses, et ça, c'est des informations que j'ai des gens, c'est-à-dire des dirigeants des différents partis politiques. Donc j'ai des amis, que ce soit dans le Nahda islamiste, j'ai des amis dans l'extrême gauche, j'ai des amis dans les mouvements. C'est-à-dire, en fait, c'est une génération qui a évolué chacun de son côté, mais on a gardé quand même des liens d'amitié, et je peux vous dire que c'était des liens qui nous permettent une solidarité extraordinaire et un échange d'idées. On a pu dépasser cette logique islamiste, communiste, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Dans le Conseil national de la Révolution, on a pu discuter ensemble. Bon. La dignité nationale. J'étais invité dans une discussion organisée par des diplomates il y a quelques jours. Je leur ai dit, écoutez, la révolution arabe, vous ne pouvez pas imaginer une révolution arabe tout en maintenant Camp David. C'est terminé. Si vous croyez que Camp David va survivre, Camp David a constitué pour le peuple arabe, pour les peuples arabes, une véritable humiliation. Une humiliation. Ça veut dire que des centaines de millions de personnes ont vécu depuis 78 une véritable humiliation. On voyait nos frères palestiniens se canarder, massacrer, sans pouvoir faire quoi que ce soit. On voyait des Égyptiens clôturer, emmurer 1,5 million de Gazaouis. C'est révoltant, c'est insupportable de voir les Égyptiens participer à ce blocus-là. C'est insupportable de voir nos dirigeants, c'est-à-dire massacrer le peuple irakien. Et je peux vous donner tout simplement, c'est-à-dire une comparaison. Je vous invite à faire cette comparaison. Nous, on s'est débarrassé de Ben Ali avec 300 morts, grosso modo. Un peu plus peut-être, 300 modo. Le peuple irakien s'est débarrassé de Saddam Hussein avec 1 million de morts, 4 millions de déplacés, avec une économie à terre. Jusqu'aujourd'hui, depuis 2003, ils n'ont pas l'électricité. Un pays qui a le pétrole, ils n'ont pas l'électricité. Avec un gouvernement qui est le plus corrompu. Transparence internationale considère le gouvernement irakien et le gouvernement d'Afghanistan, c'est le gouvernement le plus corrompu du monde. Et ce n'est pas un hasard. On ne pactise pas et on n'aide pas l'occupant si on n'est pas corrompu. Et l'Europe doit le comprendre. Si l'Europe, nous, les peuples tunisiens comme les peuples arabes, nous voulons maintenir nos relations d'intérêt réciproque, mais dans la dignité. C'est-à-dire, c'est terminé de nous dicter des choses. C'est terminé. Ils doivent mettre ça comme une donnée dans l'avenir. C'est terminé. On n'accepte plus
qu'on nous dicte notre politique économique, qu'on nous dicte notre politique de sécurité, qu'on nous dicte, c'est-à-dire même la paix. Non. C'est-à-dire c'est terminé. Je crois que toute la région va commencer une ère nouvelle. Ce n'est pas un hasard que Tunis, Égypte, etc. C'est toute une nation qui se réveille. Merci beaucoup, monsieur. Donc j'étais ravi, comme vous, d'entendre que les dernières nouvelles sont beaucoup plus optimistes, en quelque sorte. Hein. Et il faut bien dire qu'avant ça, vous me faisiez penser à une île pas très lointaine de la Tunisie, la Sicile, où il y a eu une révolution en 1860. Il y a un écrivain qui a écrit Le Guépard. Et la fameuse réplique du Guépard, c'est « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Bon. Et donc, c'est peut-être une question à poser vis-à-vis de ce qui se passe actuellement en Égypte. Et je vous passe la parole. Bonjour, ou bonsoir plutôt. Je m'appelle Tarek, par contre, je suis journaliste à l'agence de presse du Moyen-Orient. Donc, je suis en quelque sorte, j'ai deux chapeaux. Un officiel, puisque je suis de l'agence L'Amena, et puis mon autre chapeau, journaliste, et qui est totalement révolté, puisque moi-même j'ai eu la chance de participer à la révolution en Égypte. J'avais la chance d'être en vacances là-bas le 17, et si j'aurais été arrêté, je suis certain que on aurait m'accusé on m'avait accusé d'être un espion ou payé par l'Union européenne avec quelques millions ou quelques milliers d'euros. Dans tous les cas, ce n'était pas le cas. J'ai participé à la révolution dès le premier jour jusqu'au dernier jour. Et j'ai eu cette chance-là de participer, d'aider aussi des collègues européens et américains et autres qui on avait placé avec d'autres journalistes indépendants du journal El Ahram, du journal Moreya, de tous les médias égyptiens pour aider, donner des numéros pour les sources, leur expliquer s'ils avaient besoin d'un traducteur, on pourrait les aider. On revient au sujet. Moi, je ne vais pas parler du passé, moi je vais parler de l'avenir, parce que j'étais interpellé par le fait qu'est-ce que ça va arriver. On avait fait la révolution, hein, et puis qu'est-ce qui va se faire? Ce qui va se faire, c'est très simple. Premièrement, cette population, ou plutôt, moi je préfère de parler de tous les peuples arabes, parce que nous, les Arabes, on se dit des frères. C'est mon frère tunisien, c'est ma frère marocaine, c'est mon frère irakien, c'est ma sœur tunisienne. C'est la façon avec laquelle on voit les choses. Donc pour nous, la révolution, moi je peux vous assurer que la révolution, elle va être dans tous les pays arabes sans la moindre exception. Il y aura un changement. Le changement, c'est un changement positif. Parce que sinon, l'Union européenne va souffrir vraiment de l'immigration, de flux immigratoires. Parce que je dois vous corriger quelque chose à propos du dernier flux qui était à Lampedusa. Ce sont des pro-Ben Ali qui sont allés là-bas. La majorité sont des pro-Ben Ali qui avaient des cartes de banque, qui avaient de l'argent avec eux, tout. Hein? Et c'est pour cette raison que l'Italie, elle n'avait pas beaucoup parlé de cette histoire-là. Ils ont parlé, ils ont houspété un peu, oui, ils ont gardé le silence. Donc pour eux, ce n'est pas vraiment un flux immigratoire, c'est une autre question.
Et puis, l'islamisme, la menace d'islamisme, la dictature ne fait que des enfants qui sont très moches. La misère, l'extrémisme, fanatisme, maladie, tous les mots qu'on pourrait penser, tous les mots sociaux, ça c'est la dictature. Alors que la liberté, la démocratie, va pousser les gens à s'intégrer dans leur pays, pas à échapper à leur pays. Moi, j'ai dépassé les 50 ans, je me rappelais toujours de mon pays où, quand on parlait de l'immigration, l'Égyptien n'était pas vraiment à chaud quand on leur parle de cette histoire-là. Même si on leur propose un bon poste à l'extérieur, avec un bon salaire et tout, ils disent non, je préfère de rester dans mon pays. Ne vous inquiétez pas, je tiens moins de 15 minutes. Donc, quand on revient, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est très simple. Ce qui nous manque, c'est deux choses. La première chose, c'est la Constitution. Malheureusement, durant l'époque Sadat, qui était approuvée par l'Europe et l'Occident, qui n'était pas du tout approuvée par les Égyptiens, il avait joué avec la Constitution égyptienne, puis après M. Moubarak, il avait fait 3 amendements qui sont très dangereux, dont le dernier, qui était en 2006, préparait son fils à devenir le président de la République. C'était la seule explication, il n'y avait pas d'autre explication. Maintenant, on a une constitution qui ne peut pas marcher, donc c'est un grand travail, donc ça, il faut le faire. Le deuxième travail, c'est l'état de droit. Un pays ne peut jamais vivre sans un état de droit. On pourrait être corrompu, la corruption elle va continuer. Il y aura des gens qui ne sont pas, qui demeureront comme ils sont maintenant, des gens qui essayent, des opportunistes, qui essayent de profiter de la situation. Ça va continuer, je ne pense pas que le monde va changer, même en Europe on les trouve, mais si on les trouve, il faut appliquer, imposer la loi. Et dans un pays où la corruption règne, il n'y a pas un état de droit. Les changements socio-économiques. Moi, je n'ai pas peur des changements socio-économiques. Moi, je n'ai pas peur qu'il y aura les frères musulmans qui vont venir au pouvoir. On exagère beaucoup avec cette histoire-là des frères musulmans. Quel est le pourcentage dans la population? Moi, j'ai écouté un Européen qui me disait, à la place de Tahrir, mais où sont les frères musulmans? Je lui avais dit, regardez autour de vous. Il y en a des frères musulmans parmi eux. Mais quel est le pourcentage? C'est pas même 1%. Les frères musulmans en Égypte ne dépassent pas les 200 000. Et ça, c'est un chiffre de ma tête. Pour ne pas me dire que j'avais fait un sondage ou un recensement. Ce que je voulais vous dire, que c'est un groupe qui n'est pas autorisé en Égypte. Il ne peut pas maintenir beaucoup plus de cette quantité. C'est impossible d'avoir même 500 000. Ça le dépasse. Mais ce qui était pour lui, ça le convenait bien, le régime de Moubarak, pour une simple raison, parce qu'il remplaçait les autorités. Quand on avait besoin de soins sociaux, de soins médicaux, à qui se rendre? Si on se rend dans un centre médical, ils vont demander de l'argent.
la majorité des gens n'ont pas les moyens. Donc, ils vont se rendre où? À un centre qui est créé par les frères musulmans. Quand on est endetté, on a besoin de quelque chose. À qui s'adresser? Aux frères musulmans. Le jour où il y aura une égalité ou une sécurité sociale, ou n'importe quelle forme on va l'appeler, l'État va faire son rôle, les frères musulmans vont disparaître. Pas disparaître, comment dire, ils ne seraient pas influents. Et j'attends vos questions si vous en avez. Effectivement, vous avez été fort court. Hein. Alors, j'en profite alors peut-être pour passer la parole au second Égyptien que nous avons parmi nous pour qu'il enchaîne peut-être sur son compatriote. Oui, merci. Donc, je m'appelle Shams El Ronemi, je suis franco-égyptien pour aussi respecter ma mère. J'ai travaillé à la Commission européenne pour la société civile au Caire et je travaille actuellement pour la présidente de la sous-commission aux droits de l'homme du Parlement européen. Avant, j'étais toujours intéressé par la politique, par la démocratie. J'adore la démocratie, je rêve comme vous. Je pense qu'on doit vraiment parler aujourd'hui avec nous, parce que nous sommes tous une communauté d'idées, de gens, de valeurs, et nous avons des rêves, et parfois on n'ose même pas rêver. Et la révolution, ça nous a mis devant l'état de fait que tout est possible. J'ai pleuré, mon père a pleuré, beaucoup de gens n'y croyaient jamais. Et oui, c'est arrivé. Et toutes les fois où je parlais aux chauffeurs de taxi, aux commerçants, aux activistes, peu importe, au Caire ou autres, il y avait toujours cette impression que à l'étranger, barra comme on dit en Égypte, à l'étranger il y a la liberté. À l'étranger, vous avez la civilisation, vous pouvez vous débrouiller dans les élections, vous savez, vous gouvernez vous-même, vous êtes plus évolué, etc. Mais nous, c'est pas possible. Et merci aux Tunisiens, merci de nous avoir complètement mis la tête dans la boue, de nous avoir montré que c'était possible. Quand c'était, je sais, je dis des choses que beaucoup de gens partagent totalement et que c'est peut-être peu intéressant, mais il y a beaucoup de gens aussi qui veulent juste s'exprimer pour exprimer toute leur joie, tout leur bouillonnement. Quand ça s'est passé en Tunisie, par exemple, je me disais, c'est absolument incroyable, c'est magnifique, scotché, j'y croyais pas, et ça arrivait. Mais je me disais pour l'Égypte, parce qu'après les gens disaient, alors pour l'Égypte, j'ai dit, oui, mais pour l'Égypte, c'est différent. Plus compliqué, les gens ne sont pas éduqués, il y a le taux d'alphabétisme est inférieur, le PIB par habitant moyen est inférieur, etc. Donc toujours avec des critères qui sont rationnels, qui n'ont rien à voir avec une révolution. Et moi aussi, je n'y croyais pas. Je pensais, oui, on va peut-être avoir une société civile un peu plus avancée, un peu plus bouillonnante, que la société civile a eu beaucoup plus de liberté qu'en Tunisie, même si elle est aussi très restreinte. Mais je n'y croyais pas. Je pensais franchement que les frères musulmans auraient été les seuls à organiser une révolution s'il y en avait une. Et puis ça s'est passé aussi, le 25 janvier. Quelques jours avant, on a eu des gens, comme vous et moi, qui ont, sur YouTube, et qui le faisaient depuis des mois, comme Asma Mahfouz par exemple, une fille de classe modeste moyenne, voilée, qui fait tout un discours sur, nous sommes musulmans, chrétiens, égyptiens, en tous les cas, pour la démocratie. Nous en avons marre qu'il y ait ces gens qui brûlent et que l'on accuse d'être juste fous et qui en fait crient autre chose, et nous en avons marre et nous allons protester réellement, nous allons parler de dignité, de démocratie, de liberté, pas de charia ou de machin comme nous avons parfois vu dans nos journaux. Et ces gens-là, ils sont venus petit à petit, et puis grâce à Twitter, par exemple, l'appel au 25 janvier, c'était un Twitter sur 200, un message de Twitter sur 200 dans le monde, par exemple, pour vous dire à quel point est-ce qu'il y a un problème. Ça va mieux? D'accord. C'est ça le deuxième. Enfin, tout ce que je veux dire, parce que j'ai pas envie de m'éterniser, je pense que c'est vraiment important d'avoir des inventions de partager, c'est que c'était incroyable et qu'on a eu toute la décision, elle était au niveau personnel.
Ce sont des journalistes qui ont décidé de finalement couvrir. Ce sont des gens qui se sont dit, bah non, je ne vais pas laisser ma sœur aller manifester toute seule, je vais la protéger, je vais appeler aussi tous mes copains et on va y aller. C'est aussi des flics qui se sont dit, bah non, je vais pas les tabasser, je vais juste faire semblant que je l'ai mis de côté. Chacun, et puis bon, il y a aussi le reste, hein, mais voilà, ce sont des... C'est ça la révolution. Et moi, je l'ai complètement apprise, je suis très jeune et enfin, ça me dépasse complètement. Je suis complètement dépassé. Maintenant, voilà, tout s'ouvre. Je peux parler de démocratie, etc. alors que j'ai un nom de famille dont la famille est tout en Égypte. Et pourtant, les choses ne sont on ne peut moins claires. Les choses sont on ne peut plus en suspens. Rien n'est acquis. On n'est pas en démocratie en Belgique. Nulle part on est en démocratie. C'est toujours une vision. De même là-bas, nous avons des démocraties, si vous voulez, mais qui sont jeunes et qui sont incroyablement fragiles. Alors après, on peut mettre les pourcentages, 30% ne savent pas lire, ils sont pauvres ci par-là, il y a des inégalités géographiques gigantesques, oui, et puis il y a aussi le fait que la démocratie prend un temps gigantesque que l'on voit dans les réactions des gens aux sondages bidons sur oui, un tel va prendre 1% ou pas, dans la réaction des gens au niveau local, qu'il n'y a pas vraiment de compréhension, ce qui compte tout à fait normal. Je veux dire, l'Égypte est le plus vieil État du monde et n'a jamais eu un peuple qui va réellement être respecté dans son suffrage universel direct. Enfin, l'enjeu est... Enfin, la tâche est absolument énorme. Et pourtant, l'Égypte vit, je dis l'Égypte, mais je dis en fait le monde arabe entier, ainsi que nos voisins iraniens par exemple, vibre complètement. Maintenant, on parle de promouvoir le vélo au Caire. Je ne sais pas si vous connaissez le Caire, mais c'est 25 millions de voitures, et puis voilà. On parle de l'armée sur Facebook pour essayer de communiquer avec les citoyens. Ils ont un groupe Facebook, l'armée, le Conseil suprême des forces armées. Les gens essaient d'innover en... Enfin, plein d'innovations, nous avons aussi... Et puis, voilà, donc, voilà. Maintenant, quelques réactions. Est-ce que je peux juste réagir rapidement à ce qu'a dit monsieur... Enfin, déjà, il a dit ce qui va se faire est très simple. Bon, là, je ne suis pas d'accord, je pense que justement, on ne peut pas dire que c'est très simple. Bien au contraire, c'est la chose la plus compliquée possible, c'est faire ce qu'on pensait être impossible. Vous avez parlé des flux migratoires gigantesques qui menaceraient l'Europe. Je pense que souvent, on a tendance à être manipulé par les déclarations politiques de gouvernements spécifiques de pays côtiers, notamment les déclarations du ministère de l'Intérieur, par exemple, qui grossit énormément les chiffres. Mais si on regarde dans la réalité, c'est relativement peu, et il y avait déjà aussi beaucoup d'immigrés avant, et enfin, la menace est à voir de manière différente, je pense, si encore on voit ça comme une menace, ou plutôt comme une opportunité. Aussi, quand vous avez dit que les gens préfèrent rester en Égypte et de ne pas prendre de poste à l'extérieur, là, je ne comprends pas comment est-ce que vous pouvez dire ça. Enfin, tous les gens veulent partir justement à l'extérieur parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de chômage, qu'il y a la liberté, qu'il y a même toute liberté. Et ça, je l'ai ressenti avec tout le monde. Cher ami, moi je parlais de ma génération. De votre génération. Mais les gens de votre génération aussi, de la génération, la mienne et de celle qui est d'avant. Je ne parlais pas de ta génération. Okay. Ça, c'est la première. Très bien. Donc, je n'avais pas... Le flux migratoire, je dis le contraire. Je dis qu'il ne faut pas avoir peur d'un flux migratoire. Vous avez mal compris. D'accord, mais je pense que même le flux migratoire ne sera pas si important s'il s'avère être... non, il n'y aura pas, comme vous en parlez. D'accord. Et puis, sinon, vous avez dit qu'il y avait deux grands défis, celui constitutionnel, avec ce qui est important, c'est d'avoir une constitution rénovée. Le problème, c'est que dès maintenant, nous avons des gros problèmes pour l'indépendance du judiciaire, pour la tenue des élections qui se feront en juin, puis les élections parlementaires 6 semaines plus tard. Nous avons des garanties qui n'ont pas été présentées par les révisions récentes. Un pouvoir parlementaire extrêmement faible, un pouvoir présidentiel encore extrêmement vague, des problèmes pour voter. 7 millions d'Égyptiens sont à l'extérieur de l'Égypte, comme moi, on ne pourra pas voter. Enfin, la loi sur les ONG, sur les partis politiques, tout est à revoir et nous sommes très 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 loin, donc il y a beaucoup d'efforts et beaucoup de tentatives aussi de garder le contrôle partout. Voilà, vous aviez parlé de l'état de droit, là je suis tout à fait d'accord. L'état de droit, c'est justement la Constitution et c'est toute une mentalité aussi que nous devons l'état de droit, ça c'est une chose. Instaurer. La Constitution, ça c'est une autre chose. Juridiquement. Oui, mais c'est le droit. Et puis pour les frères musulmans, pour terminer, je suis désolé d'être si long,
Pour les frères musulmans, vous avez dit que c'est maximum 1%. Moi, j'ai été plutôt surpris comment dire, j'avais tellement d'amis qui disaient, moi, si je pouvais voter pour les frères musulmans, je voterais frères musulmans. Tout simplement parce que c'est une opposition extrêmement organisée depuis de longue date, qui est puissante, peut-être pas aussi puissante qu'on le laisse entendre, mais c'est ce qu'il faudra vraiment faire avec, c'est bien plus d'1%. Parce qu'il n'y avait pas d'alternative politique. Quand il y aura une alternative politique, on ne s'entend pas, donc on gardera ça pour tout à l'heure. Voilà, mais ils sont là, mais nous avons maintenant d'autres personnes aussi, comme les coalitions des jeunes, de Baladaï, d'autres personnes qui sont là et qui ont des idéaux auxquels, je pense, une énorme partie de la population égyptienne aspire, dont les jeunes qui sont descendus dans la rue, qui sont des femmes et des hommes, des chrétiens et des musulmans, et qui se fichent bien des programmes de certains frères musulmans, mais pas d'autres frères musulmans, parce que c'est aussi très hétérogène. Merci beaucoup. Alors ce mouvement donc, qui est né à Sidi Bouzid en décembre, si je me souviens bien, c'est ça, bon, s'est étendu jusqu'au Yémen, jusqu'à Oman, et curieusement, petite réflexion que je me suis faite, il semble que les populations musulmanes d'Afrique noire, elles n'ont pas du tout été touchées. Hein, enfin, mais il y a tout de même certains pays arabes qui, eux, semblent, pour des tas de raisons historiques, à peine effleurés dans le mouvement. Ainsi, l'Algérie et le Maroc. Alors nous avons parmi nous madame qui est algérienne, monsieur qui est marocain, qui vont un peu nous parler de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas dans leur pays. Bonsoir tout le monde. Oui, je suis aussi franco-algérienne, pour n'oublier personne. Je travaille pour la Fédération internationale des journalistes, ici à Bruxelles, pour le département Moyen-Orient, Afrique du Nord. Donc on a vécu vraiment cette vague de révolution en direct, avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi un peu comme une cellule de crise. Donc ça a été assez difficile côté professionnel. Mais bon, moi j'étais invitée pour parler essentiellement de l'Algérie, puisque c'est une situation que je connais un petit peu mieux. Avant de commencer, bon, je vais essayer d'être la plus brève possible, mais je voulais quand même rebondir un petit peu sur ce qui a été dit sur l'Europe, sur l'immigration. Moi je trouve qu'il faut que les Européens soient vraiment heureux et enthousiastes et vraiment partager cette magnifique révolution qui est en train de se passer. Effectivement, c'est un moment historique. Vous l'avez comparé un petit peu à la chute du bloc de l'Est tout à l'heure. C'est vrai que c'est un peu un colosse au pied d'argile aussi, parce que personne n'imaginait que les choses arriveraient aussi vite. Et donc on en a parlé de domino. Mais c'est vrai que c'est un effondrement qui touche toute la région de systèmes anciens. Et l'Europe doit se réjouir de ça. Moi, je crois qu'il ne faut pas sortir l'épouvantail. Au contraire, l'Europe, elle a tout intérêt à avoir des voisins qui sont stables, dans lesquels il y a des régimes qui sont démocratiques, plutôt que d'avoir affaire à des régimes totalitaires. Parce que tôt ou tard, voilà ce qui arrive. Donc, je crois finalement que la carte pragmatique, du pragmatisme que l'Europe a joué, et certains États aussi, parce que finalement les affaires étrangères, c'est quand même un domaine assez sensible dans lequel les États gardent un peu leur souveraineté, et bien il faut qu'ils jouent la carte du pragmatisme, mais en misant sur la jeunesse, en misant sur la démocratie. Et ça, je crois qu'on est en train de le comprendre chez pas mal de grandes puissances mondiales, et les choses changent. Donc voilà, on a parlé aussi de la timidité de l'Europe, qui n'a pas suffisamment soutenu dans le passé, effectivement, les mouvements pro-démocratie, réformistes, etc. Moi, je crois que, effectivement, l'Europe, c'est pas pour la défendre du tout. Je suis aussi pas très heureuse des positions très frileuses qui ont été prises, ou du silence à certains moments. Mais je trouve que les révolutions doivent être faites dans les pays eux-mêmes. Et que c'est pas l'Europe qui te donne ta révolution. Si tu vas pas chercher ta liberté, si tu descends pas dans la rue, si tu demandes pas tes droits, c'est pas à l'Europe de le faire pour toi. Donc oui, il faut que voilà. Et puis il y a aussi après peut-être
au niveau de l'Europe, certains parlementaires qui ont soutenu de façon, enfin jusqu'au bout, les régimes, les amitiés, le clientélisme, tout ça, ça existe même dans les institutions. Il ne faut pas s'en cacher. Et ça, alors après, je veux dire, les parlementaires sont des élus, hein, ils doivent rendre compte aussi à leurs électeurs. Donc ça, après, c'est une bataille qui est différente. Mais sur l'Algérie, de façon très brève, donc, et puis d'abord sur la région, ce qui est bien, c'est que vraiment... Oui, non. Censuré. Là, oui, c'est peut-être qu'il n'y a plus de batterie. Ce qui s'est passé, c'est je crois que les pays arabes, s'ils n'ont pas bougé jusqu'à maintenant, bon, on a parlé d'archaïsme, tout ça, je ne suis pas certaine. Je crois qu'il y a beaucoup de raisons qui ont fait que ça a duré aussi longtemps. Et peut-être, entre autres, les exemples de pays voisins. Bon, moi, je parle de l'Algérie, c'est vrai qu'on est un pays, le pays révolutionnaire par excellence de la région. Je ne vais pas retourner sur l'histoire parce que c'est long et pas très excitant, mais bon, on a eu notre indépendance bien plus tard que les autres, hein, la Tunisie, le Maroc, 56, enfin tout le monde d'ailleurs en nous. Nous, il a fallu qu'on se batte pour ça. Oui, non, pardon, tout le monde s'est battu, mais enfin, bon, les estimations varient entre 1,5 million et 500 000 morts en Algérie, ça n'a pas été quelque chose... Ça a été la bataille la plus sanglante de la région. Et en fait, ça a commencé en 1945. En 1945, il y a eu des manifestations pour l'indépendance. C'est pas le même débat. C'est une question de l'indépendance, de colonialisme, etc. Mais voilà, il y a eu les manifestations pacifiques à Sétif, dans l'est du pays, qui se sont soldées par, les estimations varient entre 20 000 et 45 000 morts. Ça, c'est pour la petite histoire. On a aussi eu une décennie noire, hein, qui nous a coûté 200 000 morts, qui a démarré avec donc, les manifestations de 88. Bon, sans revenir sur l'histoire, simplement pour dire que voilà, il y a plusieurs éléments. L'histoire, le fait que, par exemple, l'armée en Algérie en 88 a obéi aux ordres et a tiré sur la population, et donc il y a eu 500 morts en une journée, le fait que ce pays-là est plongé dans des années de terrorisme, il n'y a pas une famille en Algérie qui n'a pas perdu un parent, tout ça, alors, un impact sur le pays même et peut-être un message pour la région. Je crois que personne n'avait envie d'être dans cette situation-là, tout le monde a fermer les frontières, je veux dire, c'était pas... Donc, est-ce que c'était le timing qui était pas bon? Est-ce que c'était trop tôt? Est-ce que, bon, effectivement, on a un régime qui est contrôlé par l'armée, la situation n'est pas la même forcément dans d'autres pays, et puis par l'armée, par des généraux qui sont là depuis les années 50. Donc, il y a plein d'éléments qui font qu'en Algérie, les manifestations récemment, bon, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte ou ailleurs. Le parti, enfin, il n'y a pas eu d'adhésion, hein, des partis politiques principaux à ces manifestations. La société civile, il y a eu pas mal d'organisations qui sont venues pour la forme, pour demander des choses diverses sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Mais je crois que bon, le parti principal qui a soutenu les manifestations en Algérie, c'est le Rassemblement pour la culture et la démocratie, donc qui est un parti d'opposition, qui est important en Algérie, qui représente essentiellement les Algériens d'origine berbère. Et voilà, donc ils se sont retrouvés tout seuls, si vous voulez, à essayer de pousser pour ça, et ça n'a pas marché. Je pense que les gens n'ont pas envie de retomber, j'allais dire tout de suite, ils n'ont pas du tout envie de retomber dans la violence, que depuis, il y a eu, bon, la situation ne s'est pas améliorée sur plein de points, mais il y a quand même une ouverture du pays, les gens peuvent circuler en voiture, ils peuvent aller de l'ouest du pays jusqu'à la Tunisie en voiture. Il y a de moins en moins, si vous voulez, de
les problèmes qui sont liés à la sécurité, malgré les attentats qui ont lieu, et je ne rentrerai pas dans ce débat-là parce que c'est des questions qui sont très très complexes. Mais enfin, grosso modo, les gens ne sont pas très heureux, pas très contents de leur situation économique, mais en même temps, ils sont pas prêts à retomber dans la violence et dans l'opposition frontale à l'armée qui est encore là, bien présente et qui tient tout. Comme on a parlé tout à l'heure notre collègue tunisien, effectivement, pour construire une nouvelle Tunisie, il faut aussi changer les bases, il faut repartir de zéro, et voilà, et ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident en Algérie. Voilà, donc c'est un petit peu les remarques que je voulais faire. Peut-être un mot aussi sur la question de l'instabilité. Bon, l'Algérie est un pays clé dans la région. Les plus grosses réserves de gaz pour l'Europe après la Russie, beaucoup de hydrocarbures, d'électricité. Donc je ne pense pas que c'est un pays qu'on va laisser sombrer dans l'instabilité. Les Algériens n'en ont pas envie, personne n'en a envie, donc je pense que c'est pas du tout un risque ou un phénomène dont il faut avoir peur maintenant. En revanche, l'économie se libéralise. Il y a l'Algérie est un énorme chantier pour les infrastructures, dans le domaine de l'énergie, les barrages, les routes, enfin bon, il y a énormément d'argent, c'est un pays qui a réglé sa dette extérieure complètement, donc les conditions financières, si vous voulez, au niveau macroéconomique sont très bonnes, même si elles ne se reflètent pas sur les jeunes, qui souffrent énormément. Donc, cette libéralisation, elle a l'image un petit peu qu'on donne à l'extérieur. En même temps, tous ces projets-là, ils sont énormes et ils s'accompagnent de gros scandales, de corruption. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui bouillonne. Donc il y a eu le scandale d'Al Khalifa Bank, dont vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années. Des gens, des centaines de milliers de personnes ont perdu leur retraite, tout leur argent. Ils n'ont toujours pas été remboursés. Il y a le scandale de cette fameuse autoroute Est-Ouest, un projet d'une somme de 11 milliards et demi de dollars, quand même. Et puis bon, il y a un chiffre qui a été donné récemment dans les news. Il y a un plan quinquennal pour l'Algérie de 150 milliards de dollars pour les 5 ans à venir. Donc je vous laisse imaginer un petit peu l'ampleur du plan, l'ampleur des projets et l'ampleur de la corruption. Donc voilà, c'est un problème énorme. Comment faire quand on est une société civile pour l'Algérie assez mal organisée, assez fragile, assez jeune, pour effectivement lutter contre ça, parce qu'il y a des enjeux énormes en jeu, non seulement pour l'Algérie, pour l'Europe entière. Donc c'est une bataille qui est très très difficile. Je crois que... Bon, je voulais dire 2 mots sur la loi de la concorde civile de 1999 et puis sur l'islamisme en général, mais je crois que c'est pas la peine d'y revenir, peut-être lors des questions. Mais voilà, moi, si j'ai encore une chose à dire, c'est que voilà, il faut que les Européens soutiennent, c'est vrai, les mouvements démocrates, qu'ils soient contents et enthousiastes, parce que c'est vraiment quelque chose de bien qui est en train de se passer. Et j'espère que les jeunes vont pouvoir en retirer quelque chose, parce que je crois que ce sont eux qui souffrent le plus. C'est chez eux qu'il y a 40% de chômage, et c'est vrai que c'est une bataille qui est longue, qui ne va pas se régler du jour au lendemain, que ce soit sur le plan économique que sur le plan politique. Donc voilà, c'est une belle victoire, mais il y a encore beaucoup de travail. On va terminer notre tour de la région par le Maroc. Le Maroc est aussi une situation historique tout à fait différente, puisque en quelque sorte, enfin, c'est un peu caricatural, c'est tout de même un pays, je vais dire, d'ancien régime, un peu comme on parlait de la France avant 1789, finalement. Je vous ai pas parlé. Vous disiez tout à l'heure
il ne se passe pas beaucoup de choses en Algérie et au Maroc, j'allais vous répondre, puisque vous étiez journaliste occidental, que vous ne couvriez pas nécessairement ce qui se passait au Maroc et en Tunisie aujourd'hui, et vous avez de bonnes raisons pour cela. C'est parce que si nous étions dans une situation où le Maroc vivait ce qu'il vivait aujourd'hui, mais qu'il n'y ait rien en Tunisie, en Algérie et en Égypte, croyez-moi que le Maroc ferait l'ouverture de vos journaux télévisés. Parce que vous savez par exemple qu'une jeune dame qui s'appelle Fedwa Daoui s'est immolée par le feu il y a quelques jours, une jeune mère de 21 ans qui avait ses 2 enfants en bas âge, qui avait une petite baraque qui a été détruite par les autorités, à qui on a promis de livrer un lot de terrain, une maisonnette, un logement social qu'on ne lui a jamais livré, et qui s'est immolé par le feu. Personne. Je pense que ça n'a pas été couvert à l'étranger. Parce que vous savez qu'il y a un jeune homme Asfro qui a été battu à mort par la police. Tout ce que je vous dis est documenté. Tel Husseima, il y a eu des incidents très graves avec probablement 6 à 10 morts, et que chaque jour, il y a des manifestations spontanées au Maroc. Mais je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement rappeler. Je voulais dire la chose suivante. J'étais frappé, j'étais parmi les marcheurs ou les manifestants du 20 février à Casablanca, arabe plutôt, une grande manifestation au Maroc qui a été organisée le 20 février aujourd'hui, dans ce qui s'appelle le mouvement du 20 février. Et quelque chose m'a beaucoup marqué, c'est qu'il y a eu pas mal de manifestants qui avaient sur leur pancarte la photo d'Abdelkader Khattabi, qui est un héros arabe, musulman, qui a vaincu les 2 des plus grandes armées de l'époque espagnole et française d'un coup, dans les années 20. Ça m'a inspiré la chose suivante, c'est que les peuples, pour s'inventer un avenir, se réinventent un passé. Et je voulais dire la chose suivante, c'est que quand on parle de la Tunisie, il ne faut jamais oublier que c'est un pays qui a eu une constitution en 1860. Je parle sur 63, 62. Qu'en Égypte, il y a eu un mouvement qui s'appelle le mouvement Arabi, qui a mené au colonialisme britannique. Les Britanniques ont colonisé l'Égypte en 1882, pas parce qu'ils étaient mécontents du Khedive de l'époque, mais parce qu'il y avait le colonel Arabi qui, lui, a demandé une constitutionnalisation du pouvoir. À l'époque, il y avait une demande de modernité politique dans ces pays-là. Que même dans ce que vous appelez la sphère islamiste, il y a eu quand même des productions de modernité absolue avec des gens comme Jamal Frani, Mohamed Abdou, etc., etc. Et on parle de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc vous n'êtes pas dans une espèce de terra nullius où il n'y a pas eu de réflexion sur les libertés individuelles, sur le respect de la dignité des hommes, etc., etc. Donc on semble aujourd'hui redécouvrir, ou plutôt... Je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé tous ces exposés tout à fait passionnants, j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai des tas de questions aussi à poser, mais mon rôle c'est d'abord de vous permettre de les poser, ces questions. Alors, je vous demande quelque chose, donc d'être court, si vous le voulez bien. Hein, donc je vois là 2 personnes, une là-bas, puis monsieur là-bas, ça fait déjà quelques-unes. Commencez par le fond. Hein? On fera une question, une réponse. Hein. Oui. Bonsoir à tout le monde. En fait, j'ai envie de savoir, est-ce que la conférence, qu'il soit arabe, est-ce que c'est compris que c'est arabe, ou bien c'est à l'erreur? Parce que longtemps qu'on parle d'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, c'est pas le monde arabe, ça n'existe pas de monde entier. Il y a l'Afrique du Nord où il y a les Berbères et les Arabes, les Coptes, et d'autres communautés qui sont aussi des Africains, donc ils n'en parlent pas. Le temps qu'on parle de l'arabe, ça veut dire que c'est la langue dominante, c'est la religion islamique, c'est l'identité qui est venue du Moyen-Orient pour conquérir l'Afrique du Nord au nom de la religion islamique. C'est ce que je trouve moi. Ce que je trouve, il faut un certain respect au mouvement populaire berbère ou d'autres peuples, qui réclament leur identité et leur culture, surtout le temps qu'on est à Bruxelles, qui est une ville bilingue, et la Belgique qui est un pays bilingue où il y a le problème communautaire. Alors j'ai envie d'ajouter quelque chose, parce que il y a des erreurs historiques, le temps qu'on parle de la photo d'Abdelkader Khattabi, qui est un leader de RIF, ou bien berbère. Et puis, ce que je pense... Excusez-moi, mais là je crois que vous venez dans... On a bien compris votre question, c'est une question tout à fait importante. Je crois que fondamentalement, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Je ne sais pas si quelqu'un ici veut répondre à cela. Est-ce que je peux terminer ma question?
Parce que le temps qu'on parle aussi d'indépendance, c'est une demi-indépendance qui soit dans toute l'Afrique du Nord. La France exploite toujours la richesse de ces pays. La France met toujours sa main et ses pieds dans l'Afrique du Nord. Alors il ne faut pas qu'on parle d'une indépendance, c'est une demi-indépendance, et l'Europe est toujours dans l'Afrique du Nord, il exploite toujours notre richesse, il nous impose toujours à enseigner le français et sa culture, alors qu'elle est toujours colonisée par l'Europe. Au niveau des immigrés, il faut qu'on parle que l'exploitation de la richesse et de la matière première qui n'est pas en Europe, de l'Afrique du Nord ou d'autres pays, on l'exploite, c'est à cause de ça que ces immigrés viennent en Europe. D'accord, ça c'est votre troisième question. La deuxième c'était le néocolonialisme, la troisième les immigrés. Hein. Il faut en laisser un peu aux autres. Hein. Bon, vous voulez répondre? Moi je pourrais premièrement vous dire quelque chose. Moi je n'ai rien contre les Amaziques. Hein. Ça c'est la première. Je n'ai rien contre les Coptes. Je n'ai rien contre les Nubiens. Je n'ai rien. Moi je suis copte, s'il te plaît. Parce que copte ça veut dire égyptien. Okay. Donc. Non, excuse-moi. Tu veux écouter? Tu as posé ta question. Tu veux écouter? Il y a eu dans l'histoire de la région un événement qui s'appelle la conquête arabe. Tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas, ça c'est ton problème, ce n'est pas le mien. J'existe toujours aussi. Excuse-moi. Chacun son tour, vous avez eu votre temps. Vous voulez la réponse? Vous voulez la réponse? Hein? On ne peut pas nier les Amaziques. On ne peut pas nier l'histoire de chaque pays. Mais on ne peut pas nier aussi qu'il y a une culture arabe qui se trouve, comme les autres cultures. Le fait que l'arabe existe ne veut pas dire négliger les autres. Ça, c'est une erreur. L'erreur, elle est à cause de quoi? À cause de la situation sociale, dans le manque de la démocratie, le manque de la liberté d'expression, beaucoup de choses. Hein? Ça n'a pas donné la chance au colonialisme aussi. Je ne veux pas nier, il y a une partie de notre histoire qui est très récente, qui est un passé colonialiste. On était colonisé durant au moins un siècle. Tout ça a contribué à un problème, qui est le problème actuel. Comme les Nubiens en Égypte. Vous avez parlé des Coptes, mais moi je vous parle des Nubiens, qui ont une langue, une culture et tout. Et moi je trouve, ça me fait, je serais fier si il y aura la langue nubienne à côté de la langue arabe. Ça ne manquerait rien. Merci. Écoutez, je crois qu'on va passer. Je trouve que c'était tout à fait intéressant comme intervention, ça ouvre l'espace, mais on va passer maintenant à autre chose. Oui, rapide. Cette idée que Khattabi était berbère et que nous autres pauvres arabes ne pouvons pas nous en prévaloir, je suis désolé, c'est quelque chose que vous n'avez pas le droit de nous imposer. Je ne suis pas berbère, mais je me prévaux, je suis fier de Karim Khattabi, pour moi c'est un modèle. Donc maintenant la question de la miséricorde. Maintenant, lorsque vous parlez de la miséricorde, vous êtes absolument dans votre droit et je pense que ça enrichirait nos pays, que la miséricorde soit plus reconnue et mieux reconnue. D'ailleurs, je tiens à dire que le mouvement du 20 février a parmi ses objectifs premiers, justement, la défense de la miséricorde, que la miséricorde soit une langue officielle, etc., etc. Je vous invite à mieux vous renseigner sur ce mouvement-là et vous verrez que c'est un aspect très important. Non. Alors, très rapidement, mon petit regard de politologue. En fait, notre grand biais, c'est quand il y a de tels événements, c'est qu'on oublie tout, qu'on met le projecteur. Donc voilà, et c'est vrai que ça peut donner le sentiment qu'on oublie tout le reste. Mais il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, donc dans les pays qui sont concernés par cette vague de contestation, ce sont essentiellement des mouvements qui sont portés par des majorités arabes, mais également par des minorités tout autour, étant donné que les populations sont quand même majoritairement arabes, mais ça n'exclut pas
comment dire, l'agrégation des minorités à ce mouvement-là. Et ce qui est certain, c'est que si la démocratie parvenait réellement à s'implanter dans ces pays-là, ça veut dire que les minorités qui sont aujourd'hui généralement marginalisées dans l'ensemble de ces pays-là redeviendraient des composantes à part entière dans les pays concernés. Donc c'est un enjeu primordial. Merci. Ben voilà. Ce qui est paradoxal, c'est qu'après la révolution tunisienne, c'est le mouvement qui est berbère, le mouvement donc, de la démocratie de la culture qui est kabyle, qui a voulu effectivement prolonger la révolution tunisienne. Et c'est des Kabyles. Ils n'ont pas vu qu'ils sont Kabyles, ils sont sortis comme Algériens. Et c'est honteux de poser maintenant le problème d'ethnicité pour diviser ces peuples-là. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Je crois que vous avez eu le temps de vous exprimer suffisamment. S'il vous plaît, non. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais que l'on respecte une règle d'échange qui consiste à ne pas parler pour soi-même. Non, ça n'est pas possible. S'il vous plaît. Taisez-vous, s'il vous plaît. Mais c'est l'évidence. On est dans un échange et on n'est pas dans une conversation pour soi. S'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Merci tout d'abord à tous les intervenants. J'avais une question pour M. Tariq Mahmoud. Vous avez terminé votre intervention par dire si l'État remplit ses fonctions d'État, les frères musulmans, on ne devrait pas en avoir peur. Moi, ma question elle est très concrète, c'est au jour d'aujourd'hui, quelle est la réelle volonté de l'Europe, des États-Unis et peut-être même d'Israël d'avoir un État? Parce que dans le passé, les frères musulmans, ça a été utilisé comme excuse pour légitimer les États en place. Et madame, vous avez terminé votre discours par dire les Européens doivent être très enthousiastes et doivent soutenir ça. Mais la question est, est-ce que cette volonté existe vraiment? Voilà. Moi, je n'ai pas voulu entrer dans la question de l'islamisme parce que c'est très compliqué en Égypte. Pourquoi? Parce qu'on parle toujours des frères musulmans, comme si ils sont le seul groupe ou la seule organisation. Il y a d'autres groupes. Il y a quelque chose qui s'appelle la Jama'a Islamiyya, qui est la communauté musulmane. Si je la traduis en... Il y a aussi des groupuscules qui ont essayé à un certain moment, et qui existent toujours, qui ont essayé d'utiliser les armes contre le régime. Pas uniquement contre le régime, même contre la population elle-même, par des attentats. Donc c'est très très compliqué. Donc je n'ai pas voulu, pour un public qui n'est pas spécialisé, d'entrer dans ces histoires-là. Pour les frères musulmans, je vais vous dire une chose, ils étaient complaisants avec le régime de Moubarak. Et je vais vous donner un bon exemple. Quand on avait parlé de la candidature de Jamal Moubarak, qui est le fils au poste de président, ils ont sorti par une déclaration en disant « on n'est rien contre s'il vient à travers les urnes ». Alors que les frères musulmans savent bien que les urnes ne sont pas correctes. Ils n'ont jamais, durant, je ne vais pas dire 50 ans, mais je ne vais pas exagérer si je dis durant 50 ans, ça veut dire à partir de 52, les urnes n'ont jamais été correctes. Et puis, qu'est-ce que les frères musulmans, à la différence entre M. Shams El-Ghoneimi, moi j'étais sur place. Ce n'était pas pour moi une révolution virtuelle, c'était plutôt une révolution que j'avais vécue. Donc, dans cette révolution que j'avais vécue, j'ai vu et j'ai écouté qu'est-ce que les frères musulmans ont dit. Premièrement, ils ont dit qu'on est pour un État laïque. Ça, c'était leur première déclaration. On est pour un amendement de la Constitution. Ça, c'est ce que les frères musulmans ont dit. On est... Dès le premier jour, monsieur. Dès le premier jour. D'accord. Vous n'avez jamais écouté
moi je ne suis pas franco-égyptien, moi je suis un Égyptien, à 100%. Non, ce n'est pas honteux. Ce n'est pas honteux. Bon, allez, c'est ça. Oui, revenons. Allez, vous êtes plus dans une logique d'ethnicité, vous êtes quasiment dans une logique raciale. Non, ce n'est pas. Il faut retirer ce que vous avez dit, monsieur. Je suis vraiment désolé. Voilà. Je suis vraiment désolé pour le baromètre. C'est grave. Voilà, l'incident est clos. Mais moi, ce que je voudrais dire, que être au milieu, c'est différent d'observer de l'extérieur. C'est ça ce que les... Vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas mon problème. Non, continuez. Okay. Je prendrai la parole, ne vous inquiétez pas. J'interviendrai parce qu'il y a trop de... Vous intervenez à votre aise. Donc, ce que je voudrais dire, que les frères musulmans, au début, ils ont fait pas mal de déclarations qui étaient très positives. Après, soudainement, comme s'il n'y avait rien qui s'est arrivé, et ils ont gardé le silence. Mais moi, je pense, avec les événements qui sont arrivés durant les 2 derniers jours, avec les jeunes qui s'étaient révoltés contre le bureau, le bureau central ou le bureau qui dirige les frères musulmans. Ils auraient dû, même le guide général, se rencontrer avec eux, avec des représentants 2 fois. Il a rencontré 200, oui, il avait rencontré le lendemain 200, dans une façon d'essayer d'absorber une sorte de scission à l'intérieur du mouvement lui-même. Donc, les frères musulmans ne sont pas vraiment... Moi je ne pense pas qu'il y aurait vraiment une menace. À un certain moment, j'avais peur des frères musulmans. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, qu'ils soient berbères, kurdes, ou coptes, ou Mnoba, ça fait partie de notre peuple. Je suis fier, moi, j'ai des origines, mes origines sont berbères, je suis arabisé, mais je ne le regrette pas d'être arabisé. C'est quand même extraordinaire, c'est l'histoire. Pourquoi on pose des problèmes de ce genre? Moi, c'est-à-dire, c'est tout à fait normal que les Amazirs aient leurs droits, c'est-à-dire culturels et sur le plan de la langue, etc. C'est tout à fait évident. C'est-à-dire, c'est évident, ça fait partie de la... Attendez. Non, on ne revient pas. Ça fait partie. Donc, toute la population arabe bouge actuellement. Pourquoi? Pour réaliser quoi? C'est-à-dire réaliser une révolution démocratique, c'est-à-dire imposer la démocratie parce qu'on a essayé tout. Les réformes sociales ne peuvent pas passer si on n'a pas un pouvoir politique. C'est-à-dire permettre au peuple, permettre que l'éruption des masses populaires au niveau des centres de décision soit possible. Si on n'arrive pas à cela, la démocratie c'est la porte pour réaliser tout le reste. C'est-à-dire que ce soit les problèmes sociaux, que ce soit la dignité nationale, on ne peut pas imposer à nos décideurs, c'est-à-dire pour travailler pour le peuple et au nom du peuple si on n'a pas la démocratie. Je crois que on vit actuellement justement une révolution démocratique dans tous les pays arabes. Ça c'est une chose. Tout le reste, je crois que ça ne sert à rien d'essayer c'est-à-dire de dévier les discussions sur d'autres problèmes. On a parlé de...
j'ai voulu répondre à une question comme ouais. Oui, Bush a voulu effectivement, c'est-à-dire un nouveau Moyen-Orient. Un nouveau, il dit, ils ont même prévu le chaos, et du chaos on peut faire sortir quelque chose de bien, c'est-à-dire un nouveau Moyen-Orient. En fait, le Moyen-Orient qu'on voulait, c'est un Moyen-Orient où la Pax Americana, avec la paix israélienne, domine tout. Et d'ailleurs, quand on parle de la Méditerranée, donc l'Union méditerranéenne, c'était le seul but non avoué de cette proposition française, c'est de ne pas permettre à ces pays-là d'avoir, de s'unir, d'avoir un minimum de solidarité entre eux, sur base culturelle, sur base de leur histoire, et dire que, puisqu'il y a Israël, donc le monde arabe n'existe pas, il y a l'autre rive de la Méditerranée. Voilà. C'est-à-dire vous êtes un agglomérat de peuples, un agglomérat d'ethnies, et les maronites doivent être seuls, les chiites doivent être... On a voulu créer, pousser à bout. Justement, c'est aussi dans le même sens. On veut diviser le Maroc en 3 ou 4 parties. Il y a le Rif, il y a les Arabes, il y a les Sous, et puis le Kabyle, il y a en bas c'est-à-dire, laissez-moi, on a voulu créer... On ne parle plus de ça, s'il vous plaît. On a voulu créer dans le Moyen-Orient, oui, dans le Moyen-Orient, on a voulu créer des entités. Attendez, on a voulu créer dans le monde. Vous taisez, monsieur. Vous taisez. Au Moyen-Orient, on a voulu créer des entités, des petits morceaux, c'est-à-dire ce qui a été divisé par Sykes-Picot avant, au début du siècle dernier. On a voulu le diviser encore plus parce qu'on a voulu créer des entités semblables à Israël. C'est-à-dire qu'on a voulu créer des entités semblables, c'est-à-dire dont le fondement est un fondement raciste. Madame va répondre sur la question de l'Europe, mais monsieur, j'en ai assez de vous entendre. Hein. Je le dis comme ça. Voilà. Bon, moi je voulais répondre, faire d'une pierre deux coups, en répondant au jeune qui m'a parlé de l'Union européenne et pourquoi elle n'est pas censée se réjouir aussi aujourd'hui, et puis au monsieur qui dit que effectivement l'Union européenne ça cautionne tout, etc. Bon, je suis en partie d'accord avec les deux. Mais pour répondre d'abord à la première question, l'Europe, il faut qu'elle se réjouisse. Et je ne crois pas, comme vous l'avez dit, monsieur, je ne sais plus où il est, qu'il faut qu'on prouve quelque chose à l'Europe. Je crois que chacun a ses responsabilités. C'est pas à l'Europe de créer, d'atteindre ou de parachever la démocratie chez nous, c'est à nous de l'obtenir et de se battre pour elle, mais en même temps, il faut que l'Europe prenne ses responsabilités, il faut qu'elle soit un moteur justement pour les réformes, et pas une institution qui est là pour cautionner les choses. En plus, l'Union européenne, c'est quand même une institution qui a été créée comme je dirais, bon, pour chapeauter, pour avoir des politiques extérieures, économiques, politiques, etc. Ce qu'un État ne peut pas faire, ne peut pas se permettre de faire de façon directe en termes de critique, parce que vous savez très bien que les États ont des intérêts économiques, qui sont très jaloux de ces intérêts économiques et qu'il y a des choses qu'ils ne font pas. L'Europe, je dis ça pour dire... Et l'OTAN, madame, et l'OTAN. Et l'OTAN. Mais je dis simplement qu'effectivement, il y a une marge de manœuvre importante pour l'Union européenne en termes de critique et pour pousser les choses, pour pousser les réformes. Et je crois qu'elle ne joue pas ce rôle-là. Je peux témoigner effectivement, et je ne suis pas la seule, je crois, autour de cette table, de la force incroyable du lobby tunisien pro-Ben Ali au Parlement européen. C'est incroyable, combien ces gens-là avaient l'oreille des parlementaires, combien d'amis, combien de clubs ils ont pu créer au Parlement européen.
Et à quel niveau se retrouver les autres, quoi, les pro-démocrates, enfin, voilà, les SPAF. Donc moi je pense, je pense effectivement que la question de l'Europe, c'est une question centrale, sa politique européenne, comment elle se comporte envers des pays comme ça finalement. Et bien maintenant on va passer à la question des États-Unis. Là, une réponse sur l'Europe pour qu'il y ait une transition. Oui. Juste pour éviter qu'on se s'éparpille entre États-Unis et Europe. Très rapidement, monsieur, j'aimerais vraiment que vous veniez au Parlement européen assister au débat qui se place. J'y travaille depuis 2 ans parce que je crois, comme vous, en des valeurs et il y a énormément de gens dont certains partis politiques pour lesquels sont plus proches que d'autres, qui vraiment travaillent pour faire avancer les choses, pour faire avancer la justice internationale, la démocratie. Venez au Parlement européen regarder avant de l'accuser. Il est très divers. Il y a certes des États, notamment la France, au Maghreb, mais aussi l'Italie, l'Espagne, la Grèce, etc., qui ont des intérêts différents. Mais vos députés européens que vous élisez, je vous encourage à aller venir voir ce qu'il se dit, parce que je peux vous assurer que ce n'est pas vraiment l'impression que vous avez. Une autre chose aussi, c'est juste pour vous dire à quel point actuellement, par exemple, pour faire une transition avec l'autre question sur la situation actuelle, la position de l'Europe est très très compliquée. On a des gouvernements qui sont provisoires, qui ne sont pas légitimes, qui sont même contestés par la rue. Et on veut que l'Europe à tout prix aide la société civile le plus rapidement possible, aide à la réforme, soit présente, etc. Donc elle va devoir passer par ces gouvernements pour aider ces gouvernements qui sont illégitimes. Donc les gens vont dire à l'Europe, si elle aide les Égyptiens ou les Tunisiens tout de suite, regardez maintenant, vous êtes en collision avec des gens que nous ne respectons pas. Et si l'Europe ne fait rien, et dit non, on attend que nous ayons des élections démocratiques, on dira l'Europe ne fait rien, finalement c'était que du fric, etc. Ce qui est en partie vrai, mais ce qui est en partie pas vrai, c'est vraiment compliqué. Vous avez vraiment une partie de gens qui travaillent pour des valeurs, une autre partie qui ont d'autres agendas. C'est ça que je voulais dire. Et l'Europe, l'Assemblée parlementaire au Méditerranée n'est certainement pas une assemblée sioniste. J'y étais en Jordanie il y a 1 an, je peux vous assurer que la plupart des débats étaient exactement dans une orientation inverse. Merci. Monsieur va nous parler maintenant des États-Unis et de l'OTAN. La question, enfin surtout les États-Unis, la question de la nature, de l'attitude américaine vis-à-vis de ces révolutions est absolument importante. Je crois qu'il y a eu beaucoup de théories qui ont circulé au moment où Rachid Ammar, donc ce chef d'état-major qui a refusé de tirer sur la foule. Il y a eu des rumeurs très fortes sur une rencontre avec les Américains à Alger, avant le départ de Ben Ali, l'histoire de Ben Ali qui serait exfiltré vers Malte. Moi, personnellement, je l'ai entendu 2-3 jours avant que Ben Ali ne parte effectivement vers Malte, etc. Donc, si vous voulez, je pense que les États-Unis ont joué un rôle dans ce qui s'est passé. Mais je crois que c'est un rôle qu'il ne faut pas surestimer. Et là, il va falloir, je crois qu'il faut, dans tous nos pays arabes, avoir la place centrale de nos capitales doit s'appeler la place de Tunisie. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que généralement, l'arc de répression des manifestations dans les pays autoritaires, c'est le premier jour où vous assemblez au centre-ville, on vous laisse crier un petit peu, puis on vous laisse partir gentiment. Le lendemain, on vous tabasse un petit peu. Le 3e jour, on vous tabasse sérieusement. Le 4e jour, on vous tire dessus. Ben Ali a commencé par tirer sur les gens. Et les gens sont redescendus dans la rue. Le 1er jour, le 2e jour, il a continué à leur tirer dessus. Ils ont continué à descendre dans la rue. Vous êtes à Washington, vous faites quoi? Que pouvez-vous faire contre un peuple qui sort pour mourir pour sa dignité et sa liberté? Ça change l'équation totalement. Vous pouvez demander à votre Rachid Ammar, mais en combien même il serait votre affidé là-bas, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est-à-dire qu'à un moment, la survie de l'institution militaire même était en jeu. Et même si Rachid Ammar décidait de se mettre du côté de Ben Ali, aurait été une décision sage. Donc ça a changé le calcul stratégique au niveau de Washington. Il ne pouvait pas réprimer ce mouvement-là. En plus, on le sait par les câbles de Wikileaks, qu'il y avait un dégoût absolu de cette kleptocratie qui était devenue le régime tunisien. Maintenant, on est passé à un tout autre niveau géostratégique avec l'Égypte, parce que là, on parlait de l'accord de paix avec Israël, de la proximité avec le Golfe. Et donc là, ça a posé des problèmes à Washington. Et on l'a vu avec les tergiversations. On a tous vécu des tergiversations par rapport à l'Égypte qu'on n'a pas eu vis-à-vis de Tunis. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu le lobby, je ne dirais pas pro-israélien, je pense qu'il faut qu'on soit assez précis, mais likoudnik
qui existe à Washington, qui voulait à tout prix le maintien de Moubarak. C'est très facile à mesurer, c'est ça qui est fabuleux par rapport aux États-Unis. Il suffit de lire certains éditorialistes. Certains sont très marqués, on les connaît, et ils sont descendus en masse dans le Washington Post, dans le New York Times, etc. Attention, Moubarak, etc., les frères musulmans, et on nous ressort Qutb, et Ibn Taymiyyah, et machin, etc., et Rida, etc., etc. Et ils ont tergiversé, pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a eu une bataille à Washington. Et la bataille s'est faite entre deux camps. Tout le monde est pro-israélien à Washington, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème ne se pose pas étant pour Israël ou contre Israël. Le problème n'était pas là. Le problème était contre des gens qui sont d'ailleurs dans l'entourage d'Obama, qui considèrent que le blocage aujourd'hui vient d'Israël. Il ne vient pas du monde arabe. Nous avons des sondages aujourd'hui qui nous disent, année après année, qu'une majorité d'Arabes sont en faveur du deux États, de l'existence de deux États côte à côte. Et ça, c'est la majorité des Arabes. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une attitude maximaliste qui tend à soutenir les likoudniks, donc ceux qui veulent en réalité le grand Israël, et qui, fatalement, ne peuvent qu'avorter ce processus de paix. Donc le calcul qui a été fait par ceux qui, on l'a vu aussi par la création d'un nouveau lobby qui est pro-israélien, qui s'appelle J Street, qui est moins extrémiste que EIPAC, etc., qui lui dit maintenant la vraie bataille pour défendre Israël, c'est se battre pour avoir deux États-nations côte à côte. Ces gens-là ont considéré que l'émergence de démocratie autour d'Israël, étant donné l'opinion prévalente dans ces pays-là, qui est celle de la coexistence de deux États, donc pas l'annihilation d'Israël, affaiblirait le camp extrémiste au sein d'Israël. Et donc, ce serait une bonne décision géostratégique que d'appuyer ces mouvements démocratisants dans ces pays arabes. Tandis que les autres, qui eux ont d'autres idées, qui peut-être pensent que Israël, ce n'est que le grand Israël, et qu'il va falloir un jour trouver une solution pour les Palestiniens. Vous savez, c'est Ben Gourion qui disait, dans les moments de crise, les idées les plus folles deviennent pratiques, peuvent être pratiquées. Ça, quand vous voyez l'histoire d'Israël, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a eu des moments de crise intenses, et puis on en profite pour faire des choses qui jamais n'auraient été acceptées par la communauté internationale en temps normal. Et certainement des gens en Israël pensent qu'un jour viendra un missile qui arrive de Téhéran, enfin une folie, et puis on expulse, ou je ne sais quoi. Donc ces gens-là ont été affaiblis. Et ce à quoi nous avons assisté, c'est une bataille en fait interne à Washington quand il y a eu la révolution égyptienne. Et il semblerait qu'aujourd'hui la décision ait été prise, et c'est une décision qui est transversale, c'est un consensus républicain et démocrate, qui est celui de dire la chose suivante. Puisqu'on ne peut pas maîtriser les révolutions une fois qu'elles sont enclenchées, nos amis tunisiens nous ont donné une belle leçon, et nos amis égyptiens aussi. Alors, aujourd'hui, notre objectif de politique étrangère au Moyen-Orient, c'est plus jamais de révolution. C'est-à-dire réformer à chaque fois qu'il y a, puisqu'on ne les maîtrise pas, à chaque fois que nous sommes face à des pays où il y a des possibilités de réforme, réformons et appuyons les réformes, c'est-à-dire affaiblir les systèmes autoritaires dans ces pays et donner plus de ressources géostratégiques aux démocrates dans ces pays, mais en vue de la réforme plutôt que de se retrouver dans une situation révolutionnaire. Ok, on va passer encore à quelques questions à deux personnes ici devant. Je pense que pour ce que Bush cherchait, ce n'était pas les révolutions actuelles. Alors ça, c'est certain. Ce qu'il cherchait, c'était la balkanisation de la région. Si on se trompe avec cette histoire-là de domino, qui voudrait les réformes et la démocratisation, ça, ce n'était pas vrai. Ce qui est arrivé en Irak, ce qui est arrivé en Afghanistan, ce qui est arrivé au Soudan, est un bon exemple. Et je vais vous dire que moi, j'avais peur pour l'Égypte aussi. Même l'Égypte, elle avait le même destin. Et d'autres parties du monde, je m'excuse, arabes. Donc, et ça, ce que M. Bush voudrait, dire que la révolution a été uniquement partielle, ça, ce n'est pas vrai. Moi, je ne pense pas que c'était le cas de la Tunisie. Elle a commencé d'une partie du pays, puis elle s'était élargie. Pour l'Égypte, la seule partie qui était conservatrice, c'était au milieu, qu'on appelle la Haute-Égypte, ou l'Égypte plutôt, c'est plutôt l'Égypte moyenne, qui est qu'on appelle en arabe Saïd. À partir du 2
février exactement, après l'histoire des chameaux et des chevaux qui sont entrés à l'intérieur de la place de Tahrir. Immédiatement, même les trois fiefs des conservateurs, Qena, Asiout et Menia, s'étaient révoltés immédiatement. Pour l'Égypte aussi, je pourrais seconder ce que l'interlocuteur marocain venait de dire, que le problème que l'armée, la structure, elle est différente en Tunisie et en Égypte que celle de l'Algérie. L'Algérie, c'est beaucoup plus compliqué. L'armée en Égypte, elle ne peut pas tirer sur la population. Les généraux peuvent donner les ordres, mais les soldats ne vont pas les faire. Et je pourrais vous dire qu'à un certain moment, les ordres étaient donnés de ceux qui vont violer le couvre-feu de tirer sur eux. Et les soldats ont refusé. Donc, ça, c'était un message très clair aux généraux. Et le fait qu'ils appuient maintenant la démocratie, ce n'est pas parce qu'ils aiment la démocratie, mais parce qu'il n'y a pas d'autre choix. L'intervention de monsieur et de monsieur, ça me rappelle chaque fois qu'on va dans une réunion, les Tunisiens, quelque part, on est pourchassé par les sbires de Ben Ali pour venir raconter que Ben Ali, c'est les paradis. Ça me rappelle ça. Vous savez, monsieur, laissez-moi parler. Vous savez, monsieur, on a le droit de parler aussi. Eh bien, vous avez parlé, maintenant vous taisez. Ce n'est pas un problème de... Vous savez, monsieur, les manifestants, les 30 000 de manifestants ont demandé tout simplement, les 30 000 de manifestants marocains ont demandé tout simplement une monarchie constitutionnelle. C'est le minimum, réformer. Il leur a répondu: je ne céderai pas à la démagogie. Voilà ce qu'a dit le roi. Ils ont demandé tout simplement, ce monsieur qui se prétend être Amir al-Mu'minin, le dirigeant des croyants, ce monsieur-là accepte que le peuple marocain ait un pouvoir de contrôle sur ce qu'il fait. Tout simplement. On ne lui demande pas de partir. Et il voit ça de trop. On ne lui demande pas de partir. Voilà. Moi, ce que je pourrais dire que... Moi, ce que je pourrais dire que moi j'ai fait frapper le 2, ou tabasser bien le 2 février à l'aube par ce qu'on avait appelé, et ça qui m'emmerdait toujours, quand on disait les loyalistes ou les partisans de M. Moubarak. Ils étaient des voyous. Ceux qui vraiment appuyaient Moubarak, Ben Ali, Mohamed VI, je ne sais pas qui, sont des voyous. Ok? Tout le roi d'Arabie Saoudite sont des voyous. Ils profitent de ce pouvoir. On ne peut pas appuyer des régimes despotiques. Vous parlez au nom des Marocains? Moi, je parle au nom de tous les Arabes. Okay. Ça, c'est la première. Et puis, la deuxième chose pour la question des frères musulmans. Moi, je suis un Égyptien et c'est terminé. Vous ne s'entendrez pas, c'est pas un langage académique, ça. Oui. Bon, c'est un outil. Oui. Pour les frères musulmans. S'il vous plaît, maintenant c'est fini. Écoutez, monsieur, vous vous taisez. Vous vous taisez ou vous sortez, d'accord? Bon, ah ben d'accord, sortez, ce sera plus simple comme ça. Pas d'article, c'est dans la Maroc chinois. Pour les frères musulmans, je n'ai jamais dit qu'ils ne sont pas des caméléons. Moi, j'ai dit qu'ils ont dit au début qu'ils ont appuyé, puis ils s'étaient désistés
immédiatement, en participant au dialogue, en disant qu'ils vont laisser la porte ouverte et beaucoup de choses. Pour l'histoire des frères musulmans, c'est une histoire très compliquée. Entre leur appui au roi, leur appui aux colonialistes britanniques, puis avec Nasser, c'est très compliqué. Mais pour celui qui a posé la question sur les élections de 2005, s'il voudrait m'écouter, ou il n'est pas intéressé. Pour les élections de 2005, le régime de Moubarak a utilisé cette histoire-là pour dire voilà, ça c'est le pourcentage des frères musulmans. Et faites attention en menaçant l'Occident, surtout les États-Unis. Ils s'en foutent de l'Europe. Hein? Pour lui, l'appui venait des États-Unis, ne venait pas d'ailleurs. Donc c'était une histoire pour utiliser les frères musulmans pour dire voilà, j'ai l'alternative, c'est mon fils. Merci. Ben, voilà, j'espère que madame va un peu relever le débat. Alors, ce que m'inspire tout ce qui vient de se passer, c'est combien l'exercice de la démocratie est dur. Imaginez que les pays qui se révoltent actuellement, les sociétés qui se révoltent actuellement, iront directement droit au but et deviendront dans quelques années les sociétés libérales démocratiques, exactement les clones de ce qu'on connaît aujourd'hui en Occident. Il faudra qu'elles se cherchent pour y arriver. Premier élément. Deuxième élément, bon, je pense qu'un des termes qui est revenu très régulièrement dans notre discussion, c'est tout ce qui touche à l'islamisme, aux frères musulmans. Il y a d'autres alternatives. N'oublions pas le fait que toutes les dictatures ont parmi leurs caractéristiques celle de vouloir liquider toute opposition. Donc, les partis politiques n'ont pas pu fleurir dans les démocraties et seuls ont pu survivre dans les dictatures, excusez-moi. Donc, c'est essentiellement les mouvances islamistes qui ont pu se maintenir, notamment au travers du service social qu'elles rendaient. Par exemple, on a hier qui était présent à la frontière, c'était une ONG islamique. Quand on a des ennuis en Égypte, vers qui on se tourne? Vers les frères musulmans. Quand vous êtes chiite au Liban et vous êtes vraiment dans la Daesh, vers qui vous vous tournez? Donc voilà, mais je pense qu'il est très important d'acquérir un peu de recul par rapport à cette problématique de l'islam et de l'islamisme. Il y a d'autres alternatives et je pense qu'il faut faire un tout petit peu confiance à ces populations qui ont su dire non. Est-ce que vous les voyez retomber dans un joug qui soit tout à fait comparable, peut-être pire? Donc ce sont des acteurs à part entière. Faisons-leur confiance et ayons en tête qu'il peut y avoir d'autres alternatives. Merci. Avant de passer la parole à ma gauche, là, je tout le monde aussi mettre mon petit grain de sel. Hein. Je vais dire que la démocratie, c'est tout de même un peu comme la plus belle fille du monde, elle ne peut donner que ce qu'elle a. Hein. Et entre autres, est-ce qu'elle peut apporter la prospérité? Ça, c'est tout de même, la grande question, hein, je trouve. Voilà. Moi, de façon très brève, je traite de questions relatives à la liberté de la presse tous les jours dans le cadre de mon travail. La Fédération internationale des journalistes représente donc les journalistes. Donc on fait beaucoup de campagnes. Et je sais pas, je crois que s'il y a une conclusion à avoir maintenant, c'est de dire qu'il faudrait qu'on commence à s'écouter les uns les autres. Je trouve que voilà, certaines personnes sur ce panel n'ont pas vraiment, méritaient pas ce qu'elles ont reçu. Je pense que les gens qui sont ici ne représentent personne sauf eux-mêmes et que tout le monde a le droit de s'exprimer. Je veux dire qu'on ait envie d'une monarchie constitutionnelle, qu'on ait envie de ceci ou de cela, tout le monde a le droit de s'exprimer. Et je crois que ce qui me fait peur en tout cas, c'est quand je vois des réactions aussi dures chez des jeunes plus jeunes que moi. Ça me fait peur. Je me dis il faut quand même qu'on arrive à un moment à se poser un petit peu,
à écouter, parce que c'est vrai qu'on a plein d'idées, on a envie d'aller, on a l'impression qu'on est tout le temps dans une compétition contre l'autre, c'est plus fort, il faut demander. Oui, mais parfois c'est bien aussi d'écouter et pas tout le temps de voir dans l'autre l'ennemi numéro un. Bon, il y a des gens qui ont des projets pour le Maroc, il y en a d'autres qui ont une vision différente du Maroc dans le futur. Chacun est libre, chacun s'exprime, et puis finalement, c'est le jeu de la démocratie, les gens votent, et puis on arrive à des résultats. Mais voilà, qu'on s'écoute les uns les autres, je trouve que c'est important. La question m'a été posée, je représente qui? Puis on a traité les journalistes de pharaons. Première nouvelle, je vais appeler mes copains au Maroc, ils vont dire que c'est des pharaons, ils ne le savent pas, c'est des Toutankhamon, des Ramsès et ils ne le savent pas. Je représente qui? Pour parler, je crois que j'ai la plus solide des légitimités qui soit. C'est d'être marocain. J'irai même plus loin, c'est d'être un être humain. Ça ne me pose aucun problème qu'un Belge, qu'un Chinois me dise ce qu'il pense de la gouvernance de mon pays. Ça ne me pose absolument aucun problème. Et cette légitimité, tous les Marocains et tout le monde là, de mon point de vue. Je représente qui? Vous savez, je représente que moi-même et parfois moi-même, je doute du fait que je me représente moi-même. Donc voilà. Il y a certaines remarques, certaines questions, je pense qu'il est indigne de gaspiller le temps de l'audience en y répondant. Mais je pense qu'il y a eu quand même une question par rapport à l'islamisme dont l'objectif était peut-être moins... était un objectif piégeux, mais qui quand même soulève une vraie question de l'attitude vis-à-vis de l'islamisme. Et c'est une question qu'on s'est toujours posée et qu'on va continuer à se poser. Et c'était par rapport à l'Adl al-Ihsan. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'Adl al-Ihsan, mais je vais vous dire ce que je pense des mouvements islamistes en règle générale. Je pense qu'il y a des limites qui ne sont pas négociables, qui sont l'incitation à la haine et l'incitation à la violence. Une fois que ces deux limites sont acceptées, avérées, du moment que ces mouvements-là représentent une partie de mes concitoyens, donc un groupe qui sont mes concitoyens, au nom de la démocratie, il va bien falloir que je trouve un moyen d'accommodement. D'accord? Évidemment, se pose la question, comme nous sort à chaque fois, le nazisme, Hitler a été élu, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Bien. Bon. Non, mais ça, oui, mais c'est un raisonnement qui est on est d'accord. Alors, on fait quoi? La question, on fait quoi? Je crois que cette question a pour soubassement deux hypothèses qui sont fausses. La première hypothèse, c'est que ces mouvements sont monolithiques. La deuxième hypothèse, c'est qu'ils sont invariables dans leur position dans le temps. Et vous avez parlé des frères musulmans. Si Mohamed, tu as parlé de Hizb al-Wasat, mais je peux te dire, parce que il m'est arrivé d'étudier les frères musulmans, que même au-delà de Hizb al-Wasat, aujourd'hui, les frères musulmans sont divisés en deux grands groupes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est le groupe conservateur qui a gagné les dernières élections, mais il y a toujours un débat très fort, etc. etc. Eux-mêmes ne sont pas d'accord sur une vision politique, ils ne sont pas encore arrivés à se mettre d'accord entre eux. Partant de là, vous faites quoi si vous êtes un démocrate, libéral sociétalement, etc. Ben, si vous êtes démocrate, vous allez parier sur le fait qu'en leur ouvrant l'espace politique, encore une fois, avec des limites, qui sont l'incitation à la haine, qui sont l'incitation à la violence, etc., vous allez parier sur le fait que vous allez motiver et renforcer les éléments d'entre eux et les mouvances d'entre eux qui sont plutôt libérales, qui sont beaucoup plus ouvertes à la démocratisation, à une vision. Et c'est ma position, je pense qu'il n'y a d'État réellement démocratique que laïque, pas au sens français du terme, parce que malheureusement ça donne une mauvaise publicité au terme laïque. Je suis beaucoup plus en faveur d'un système anglo-saxon, en termes de relation entre l'État et la religion, mais il faut qu'il y ait ce type de laïcité. Et donc on ne peut que parier sur cette évolution-là, et on a vu des mouvements parier, on a vu des mouvements évoluer, dans le bon sens, mais ça reste un risque. Je ne suis pas, encore une fois, nous parlons de démocratie, vous-même dans vos pays, vous avez des mouvements d'extrême droite, et vous passez votre vie à vous battre contre ces mouvements d'extrême droite. Et vous avez une agora, vous avez des institutions qui vous permettent de vous battre, et c'est une menace qui est constante. Elle n'est pas, dans tous les pays d'Europe, il y a une montée de l'extrême droite, vous avez ça, et vous les gérez. La même chose dans nos pays, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des types d'accommodement, des types d'espace et de gestion d'espace qui nous permettent de gérer cette partie de notre espace politique de la façon
la plus pacifique qui soit. Parce que quelle est l'alternative? L'alternative, c'est ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et moi, ça, je l'ai vu. Moi qui me considère comme étant progressiste, je me consumais de tristesse de voir mes amis progressistes se cacher derrière les robes de l'autoritarisme, les jupes de l'autoritarisme pour combattre l'islamisme, au lieu de descendre dans la rue et de convaincre les Marocains que telle option sociale est meilleure que celle-là. Ils ont préféré se cacher dans les jupes des services secrets marocains qui torturaient les islamistes et du coup devenir inaudibles. Parce que lorsque vous ne vous battez pas pour les droits de l'homme les plus basiques, comment pouvez-vous prétendre défendre les droits de la femme? Ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, c'est le pari que l'on doit gagner. Et donc je dis à mes amis progressistes, arrêtez de soutenir des systèmes autoritaires. Et on a eu d'ailleurs Ben Ali, le malentendu a commencé comme ça, avec Ben Ali en 87. Et c'est le pari qu'on doit relever, qui n'est pas un pari simple, mais encore une fois, la démocratie, c'est un effort de tous les jours. Bon, au-delà des dissensions qu'on peut avoir, même entre demi-compatriotes, sur l'interprétation de l'importance et de la composante des frères musulmans, et surtout en fait de ceux qu'on oublie, qui sont nouveaux, qui ont fait la révolution, de tous ces jeunes, je voulais en fait dire, c'est très politique et vague, et c'est vrai, un message d'unité. Pour vous dire, moi par exemple, j'ai beaucoup appris au fil des années. Dans ma famille, on est musulmans et chrétiens, d'un côté et d'un autre. Dans ma famille, on est très anti-voile en Égypte, musulmans, laïcs, mais d'une manière vraiment bête, d'une manière vraiment, voilà, on ne parle pas aux femmes qui sont voilées. Et moi, j'étais obligé à l'université au Caire d'avoir un travail avec une fille voilée dans la classe. Et là, j'étais vraiment un peu embêté, oh putain, on peut chier avec une voilée, elle va être bête, elle va être limitée, elle va toujours me parler de Dieu, Bon. En fait, elle est ceinture noire de karaté, elle est féministe. C'est une de mes meilleures amies maintenant. Ça, c'était il y a 5 ans. J'ai beaucoup appris. Le message, c'est qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et qu'il faut toujours regarder vers l'autre et que c'est que comme ça qu'on sera plus fort. C'est qu'en essayant de comprendre l'autre, pourquoi est-ce que lui protège Israël à tout prix, pourquoi est-ce que lui il veut détruire tout le monde et qu'il dit que le 11 septembre c'est bien. En réalité, souvent, on veut les mêmes choses. On souffre des mêmes choses. Et donc, c'est un message d'essayer de s'ouvrir à l'autre. Mon deuxième message d'unité vague, politique, c'est que chacun de nous peut participer à cette révolution. Ça a l'air complètement naïf d'ici, mais moi je le pense. On a Internet, on a des réseaux, nous avons la chance d'avoir plein d'immigrés venant de cette région, du sud de la Méditerranée, pour que tout le monde soit content. Et je trouve que, on ne le sait pas vraiment, mais on peut vraiment aider en envoyant par exemple des ressources pédagogiques en arabe, en anglais, en français aux professeurs, pour expliquer comment est-ce qu'on construit une démocratie, des élections, qu'est-ce que ça veut dire, l'état de droit, etc. On peut le faire. Les gens parlent anglais, parlent français, parlent arabe, etc. On peut aider de plein d'autres manières, de manière écologique, de manière économique, en se disant, bah tiens, c'est sûr aussi maintenant d'aller à la plage en Égypte ou je ne sais pas où, mais aussi rencontrer des gens là-bas et construire du lien. Et en fait, on y participe comme ça parce qu'il y a une demande aussi d'estime. Et je trouve que voilà, c'est un moment où on a une dynamique positive. Donc tout le monde arabe, tout le monde est prêt à faire mieux, tout le monde est prêt à laver, à aider, à parler aux voisins, à s'unir. Et nous faisons partie de cette communauté, nous y sommes dedans. Donc on peut aussi aider à changer les choses, chacun à son niveau. Eh bien, de votre part, je remercie ici toutes les personnes qui étaient autour de la table, c'était fort intéressant. Je vous remercie aussi d'être restés jusqu'au bout. Et excusez-moi aussi, j'ai un peu haussé le ton de temps en temps, mais enfin, bon, voilà. Voilà, bon retour. Merci.